La Casamance, située à plus de 400 km de Dakar, est accessible par avion, par bateau et par la route. Cependant, dans le contexte du conflit casamançais, qui oscillait entre des périodes de ni paix ni guerre, la situation était complexe, surtout pour les voyageurs. La route qui traverse la Gambie représentait un risque pour les voyageurs en raison des tensions dans la région et de la présence de braqueurs de route, rendant les trajets routiers souvent dangereux et peu recommandés. Ces attaques créaient un sentiment d'insécurité permanent pour ceux qui choisissaient cette voie. Le transport aérien était une autre option, mais les billets d'avion vers la Casamance étaient souvent prohibitifs pour une grande partie de la population. Le coût élevé des vols limitait donc l'accessibilité de ce moyen de transport aux classes les plus aisées. Dans ce contexte, le bateau était perçu comme l'option la plus accessible et la plus sûre pour de nombreux Sénégalais. Il offrait une alternative abordable pour les personnes souhaitant voyager entre Ziguinchor et Dakar. Le bateau permettait également d'éviter les risques de la route tout en étant financièrement plus viable que l'avion. C'est ce qui explique en partie la surpopulation fréquente du Jola lors de ses traversées, le jour de la tragédie incluse. Le matin du 26 septembre 2002, le port de Ziguinchor est animé. Les passagers affluent en grand nombre pour embarquer à bord du Jola, le bateau reliant la Casamance à Dakar. Moussa, jeune diplômé plein d'espoir, est parmi eux. Avec ses amis, il se fraye un chemin dans la foule qui se presse pour monter à bord. L'ambiance est chaotique. Chacun cherche une place, certains transportant des bagages volumineux, d'autres simplement impatients de commencer le voyage. Dès son arrivée sur le quai, Moussa remarque que le bateau est déjà bondé. Malgré cela, les gens continuent à forcer l'entrée, désireux de ne pas manquer cette opportunité de rejoindre la capitale. Moussa et ses amis, après quelques bousculades, parviennent à monter. Ils s'installent où ils peuvent, coincés entre les passagers, mais l'excitation du voyage efface la fatigue et l'inconfort. Le bateau quitte le port avec plus de passagers que prévu, mais personne ne semble trop inquiet. Après tout, le Jola est un moyen de transport populaire et familier. Quelques heures après le départ, le bateau atteint Carabane, une petite île sur la route vers Dakar. C'est alors que plusieurs pirogues rapides arrivent, bondées de passagers supplémentaires, déterminés à monter à bord du Jola. Les piroguiers crient pour attirer l'attention des membres de l'équipage, et malgré la surpopulation évidente, certains passagers parviennent à embarquer. Ils insistent, prêts à tout pour ne pas être laissés derrière. Moussa observe cette scène avec une certaine inquiétude. Le bateau est déjà plein, mais les nouveaux arrivants ne se laissent pas dissuader. Les membres de l'équipage, bien qu'hésitants, finissent par céder sous la pression. D'autres passagers grimpent à bord, alourdissant encore davantage le navire. Moussa ressent une gêne en voyant tout cela, mais il se dit que le bateau a l'habitude de transporter beaucoup de monde. Ses amis, tout aussi insouciants, plaisantent encore, inconscients du danger qui se profile à l'horizon. Le Jola reprend alors sa route, plus chargé que jamais, naviguant vers ce qui sera son dernier voyage. Les derniers instants du Jola commencent dans une atmosphère paisible. La nuit est douce, la mer semble calme, et à bord du bateau, une ambiance festive règne. Un orchestre joue, ses mélodies joyeuses résonnent dans les couloirs, et les passagers se laissent bercer par la musique. Certains dansent, d'autres discutent en profitant de l'air frais de la nuit, insouciants. Soudain, le ciel se couvre et les premières bourrasques se font sentir. Sans prévenir, une tempête se lève, transformant l'océan en une masse tourbillonnante. Le Jola commence à tanguer violemment. Les vagues le frappent avec une force brutale et le bateau se penche dangereusement sur le côté. La panique s'installe en un instant. Le calme se transforme en chaos. C'est le sauve qui peut. Les cris déchirent l'air, les passagers cherchent désespérément une issue, mais tout bascule trop vite. Les lumières du navire s'éteignent brusquement, plongeant le bateau dans une obscurité oppressante. La seule chose qu'on entend désormais, ce sont les hurlements, les chocs des objets qui tombent et la fureur de la tempête. Dans ce moment de confusion totale, l'eau commence à envahir le bateau et tout le monde comprend que l'issue est inévitable. Certains se jettent à l'eau,
D'autres s'accrochent aux barrières ou se battent pour monter sur les canaux. Moussa, jeune et plein de rêves, se retrouve soudainement pris dans le chaos du naufrage. Autour de lui, tout s'effondre. Il voit des visages familiers disparaître dans les eaux sombres, tandis que le Jola est englouti par la mer. Les vagues déchaînées le submergent, le tirent vers le fond, mais son instinct de survie prend le dessus. Il lutte de toutes ses forces, frappant l'eau de ses bras et de ses jambes, essayant désespérément de se maintenir à la surface. L'océan semble vouloir l'avaler, mais Moussa refuse de céder. Chaque seconde passée dans cette eau glacée le pousse à l'épuisement, mais il s'accroche. Il sent la vie lui échapper peu à peu. Pourtant, son esprit reste fixé sur un seul objectif: survivre. Les minutes deviennent des heures dans cet enfer liquide. Il voit au loin des silhouettes flotter, des débris du bateau dériver, mais personne ne peut l'aider. Alors que le désespoir commence à l'envahir, un faible bruit de moteur se fait entendre. C'est l'espoir. Au loin, des pirogues de pêcheurs apparaissent, fatigués mais résolus. Les pêcheurs, des hommes de mer habitués à affronter l'océan, peinent à avancer dans cette mer agitée. Malgré leur épuisement, ils continuent à chercher des survivants. L'un d'eux aperçoit Moussa, à peine visible, accroché à un morceau de bois. Avec des gestes précis mais lents, il le tire hors de l'eau. Moussa, à bout de force, s'effondre dans la pirogue, épuisé mais vivant. Autour de lui, d'autres survivants sont sauvés, mais nombreux sont ceux qui manquent. Moussa, à moitié conscient, réalise alors qu'il a survécu. Le 27 septembre, au lendemain du drame, la tragique nouvelle du naufrage du Joola commence à se répandre. Les médias s'emparent de l'information. Le bateau, reliant Ziguinchor à Dakar, a sombré au large des côtes. Cette annonce secoue le pays tout entier. Les premières images et témoignages parlent de centaines, voire de milliers de disparus. Le choc est immédiat. Au port de Dakar et à celui de Ziguinchor, des familles accourent, la peur au ventre, espérant encore que leurs proches ont pu survivre. Des mères, des pères, des frères, des sœurs attendent fébrilement des nouvelles, cherchant du regard un signe, un nom, une personne familière qui pourrait les rassurer. Mais peu à peu, l'espoir se brise sous le poids de l'évidence. La tristesse envahit les quais. Les visages sont marqués par la douleur. Les pleurs éclatent alors que la réalité s'impose. Les sanglots déchirent l'air tandis que les parents se tiennent par la main, s'effondrant, inconsolables. Certains hurlent le nom de leurs proches, d'autres s'agenouillent, priant pour un miracle qui ne viendra peut-être jamais. L'angoisse laisse place au désespoir, et la mer, qui était autrefois un lien entre ces deux villes, est désormais perçue comme l'élément impitoyable qui a pris leurs êtres chers. Ce jour-là, le Sénégal est en deuil. Les familles endeuillées pleurent leurs disparus, tandis que tout un pays pleure avec elles, touché par l'ampleur de cette tragédie nationale. Le Joola est devenu un symbole de souffrance et chaque visage au port reflète l'immensité de la perte. La nuit du 26 au 27 septembre 2002 est gravée dans la mémoire collective du Sénégal et de l'Afrique. Le Joola, navire reliant Ziguinchor à Dakar, sombrait tragiquement dans les eaux gambiennes, emportant avec lui plus de 1800 vies. À ce jour, il reste l'un des naufrages les plus meurtriers au monde, surpassant même celui du Titanic en termes de pertes humaines. Le Joola, conçu initialement pour transporter environ 580 passagers, était surchargé ce soir-là. À bord, des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières, rêvant d'un voyage paisible, ne savaient pas que cette traversée serait leur dernière. Le navire chavira dans des conditions météorologiques difficiles, aggravées par une surcharge critique. Seuls 64 rescapés ont survécu, tandis que des milliers de familles restaient sans nouvelles de leurs proches.